Chers amis de la matinale Tocsin, voilà, on arrive dans ce grand entretien pour cette matinale du vendredi. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de continuer à nous soutenir, à nous aider. Merci à tous, bien entendu. Et maintenant, le grand entretien, j'ai fait le choix autocratique, comme l'ami Clémence Ouliakova, que je salue tous les vendredis matins, de recevoir Jean-Dominique Michel. Bonjour Jean-Dominique Michel, comment allez-vous ? Bonjour Nicolas, fort bien, merci. J'ai juste envie de dire, il y a pire autocrate que vous sur la place publique, mais bon. J'essaie d'arriver à des niveaux de certains de ceux qui sont au pouvoir. Mais non, bien sûr, on plaisante, bien entendu. Jean-Dominique Michel, anthropologue, expert en santé publique et aussi essayiste. Autopsie d'un désastre, c'est un de vos derniers livres préfacés par le professeur Didier Raoult. Et ensuite, La fabrication d'un désastre, préfacé par Christian Perron, apparaître. 2 livres qui cartonnent déjà, d'une part, au grand désespoir, pour le désarroi le plus absolu des fact-checkers qui se demandent pourquoi nos livres à tous cartonnent et trustent les meilleures places les meilleures des ventes sur Amazon, grâce à vous, chers amis. Et Jean-Dominique, vous, nouvelle fois, vous avez décortiqué, dépouillé, réfléchi, investigué, réfléchi à tout ça. C'est des cartons. Alors, est-ce que vous attendiez à ces cartons de vente? Parce que concrètement, vous n'êtes pas passé dans les grands médias. J'ai pas l'impression de vous avoir vu un peu partout dans les grands médias, comme moi d'ailleurs, pour mon livre. Écoutez, je n'ai pas vraiment été surpris parce que j'ai acquis une visibilité au cours des 4 dernières années ce qui n'était pas du tout le cas avant la crise Covid, mais notamment parce que mes toutes premières publications écrites et audiovisuelles sont devenues virales et donc on fait chacune des millions de vues ou de lectures. Et donc, mais je pense que parce que précisément la population était en attente d'éclairage intelligent, qui fasse sens, qui corresponde à ce qu'ils voyaient, et que finalement il y avait énormément de gens qui avaient l'intuition que quelque chose ne jouait pas dans les discours médiatico-politiques qui étaient énoncés. Et donc après, quand j'ai produit effectivement des sommes dans lesquelles je répertorie, alors vous avez évoqué les fact-checkers, ils auraient du boulot avec mes livres parce qu'il y a plus de 1000 références dans chaque tome. Et pas par pléthore ou parce que je me plais à accumuler les références, mais parce que ça me tient à cœur de documenter les choses de la manière la plus précise possible, aussi bien des articles scientifiques, mais aussi des coupures de presse par rapport à toutes les âneries monumentales qu'on nous a racontées. Par exemple, combien de fois les médias, presse écrite ou audiovisuelle, ont-ils fait croire que toute personne était en danger de mort avec le Covid, qu'il y avait des bébés qui mouraient, qu'il y avait des gens dans la force de l'âge qui mouraient, qu'il y avait des sportifs qui mouraient, et c'est faux. C'était juste simplement faux, c'était de l'intoxication, c'était de la propagande. Et donc, c'est très important pour moi de tout documenter, c'est-à-dire que chaque élément que j'affirme est appuyé par une référence que les gens peuvent aller consulter. Et d'ailleurs, ça a pour effet d'être un épouvantail à fact-checker. C'est-à-dire comme eux, ils aiment bien faire des procès d'intention, mais qui sont très vite démunis quand on entre dans le fond. Eh bien, il n'y a jamais eu d'attaque sur le contenu de mes livres. Il y a bien sûr des attaques personnelles, mais ça, aujourd'hui, si on n'en essuie pas, c'est qu'on fait rien d'intéressant. Donc, c'est plutôt bon signe. C'est une véritable légion d'honneur maintenant, Jean-Dominique. Ça l'est devenu. Ouais, mais c'est intéressant parce que vous aussi, on va parler après du livre, bien entendu, chers amis. Jean-Dominique Michel, dans ce grand entretien, merci d'être là. En tout cas, vous aussi, vous aviez subi les attaques de complotistes, conspirationnistes. Comment vous l'avez pris au début? Parce que pour avoir reçu à peu près beaucoup de gens qui se sont retrouvés, on va parler de la criminalisation des opposants aussi pendant cette crise de Covid, parce que ça a été quand même le leitmotiv de beaucoup. Dans une espèce, pour moi, une régression absolument dingue de la société telle que nous la connaissons, parce que c'est une régression. Quand on n'arrive pas à débattre sur le fond, bien entendu, on criminalise. Et ça, c'est une vraie régression et ça pose bien des questions. Finalement, comment vous l'avez reçu, vous, Jean-Dominique, ça, au tout début, plus maintenant, parce que bon. Écoutez, d'une manière double, parce que effectivement, et vous savez comment c'est, les chaînes de télévision, les quotidiens, les magazines ont un pool d'experts à disposition auxquels ils font appel pour commenter tel ou tel élément d'actualité. Et en tant qu'anthropologue, on a l'avantage d'être très versatile. Donc, j'ai par exemple été invité à parler sur la mort du pape Jean-Paul II et la mise en scène que l'Église avait fait à ce moment-là, parce qu'un anthropologue a les outils et les clés de lecture pour ce genre de phénomène. Mais donc, j'étais très régulièrement invité dans la presse suisse romande et française, avec littéralement des centaines de prestations et
en jouissant de l'image d'un professionnel compétent, respectable, qui savait ce qu'il racontait. Et du jour au lendemain, j'étais en quelque sorte déchu de cette dignité. Ouais. Et alors même qu'on m'avait fait confiance à réitérer reprises, et je crois à satisfaction, c'est-à-dire que mes analyses effectivement paraissaient intéressantes, sinon convaincantes, eh bien tout d'un coup on me faisait passer comme quelqu'un à qui on ne pouvait absolument pas faire confiance. On m'a accusé d'avoir triché sur mon CV. Alors que j'ai enseigné dans 15 universités et hautes écoles en santé. On a dit les pires abominations, et c'est vrai que sur le moment, c'est extrêmement douloureux parce que, comment dirais-je, la respectabilité est une des composantes de base de notre confort d'être un citoyen dans une société donnée. Et puis, l'avantage d'être un anthropologue, c'est que tout vous intéresse. Donc, une fois le choc passé, et je dois dire que le soutien que j'ai reçu de la part d'innombrables lecteurs m'a vraiment aidé parce que, à un moment donné, j'ai même pris conscience, je reçois 1000 fois plus de soutien que d'attaques. Donc, est-ce que je vais porter mon attention aux attaques débiles qui me visent et qui sont totalement injustes et infondées, ou bien est-ce que je vais remercier les milliers de personnes qui me soutiennent? Donc ça, déjà, ça a consolidé, si vous voulez, quelque chose sur le plan personnel, mais après aussi de me dire, mais bon sang, c'est quoi cette affaire? Ça sort d'où? Et puisque tout était bizarre dès les premiers jours de la gestion du Covid, nous sommes en guerre face à un virus. Attends. Il y a un conseil défense protégé par le secret défense pour gérer une épidémie dont toutes nous indiquent qu'elle n'est pas plus grave que la grippe annuelle. C'est quoi cette histoire? Et alors que je suis un expert respecté dans mon domaine, tout d'un coup, on dit que je suis un très vilain bonhomme, un complotiste, un ceci. Donc, en même temps, ça a eu d'emblée ce côté passionnant, j'ai envie de dire Dieu merci, qui m'a incité à aller chercher. Et ce que je montre effectivement dans la fabrication du désastre, c'est que tout ça a été prévu de longue date. Il y a eu des répétitions générales au cours des 20 ans écoulés, où de manière régulière, on disait, il y a une nouvelle épidémie, il faut mettre en échec tout ce qu'on sait devoir faire et imposer des réponses militaires autoritaires, ce qui déjà est une transgression et un renversement fascinant, mais surtout, il va y avoir des gens qui vont faire de la désinformation pour faire croire que ce n'est pas ce qu'il faut faire, et donc il faut les censurer impitoyablement et mener des campagnes de destruction de réputation à leur encontre. Donc, quand j'ai effectivement pu exhumer, et toutes les données sont disponibles, elles sont référencées dans mon livre, que tout ça était prévu de longue date, qu'il y a des gens suffisamment machiavéliques et malfaisants pour avoir imaginé une monstruosité pareille et qu'ils n'ont fait qu'appliquer le plan qu'ils avaient à l'esprit, bah évidemment que ça prend de la lisibilité et c'est effectivement un des grands soutiens de la salutogenèse, de la manière d'entretenir sa propre santé face à des circonstances adverses, que de pouvoir donner de l'intelligibilité aux choses. Et donc, si vous voulez, je me suis très vite récupéré par ma passion de comprendre et de découvrir et de partager ce que j'avais découvert avec un public que cela pouvait intéresser. Et vous, comment vous êtes arrivé à la conclusion? Effectivement, c'était prévu. Je crois que c'est Philippe de Viguier, notamment, qui avait fait un très bon bouquin à ce sujet-là. Pas que là-dessus, mais il avait effectivement expliqué ça aussi. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion-là? J'imagine en travaillant là-dessus, avec des faisceaux d'analyse, des grilles d'analyse, bien entendu. Des faits. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion-là, Jean-Dominique? Bah déjà, à partir de ma compétence d'expert en santé publique. Alors, je ne suis pas un spécialiste des maladies infectieuses. Moi, ma spécialité, c'est les maladies non transmissibles. Mais enfin, quand on a les bonnes connaissances, c'est pas très compliqué de s'intéresser, par exemple, à la gestion des épidémies. Et ce que j'ai découvert, mais d'emblée, c'est que tout ce qu'on savait devoir faire pour bien gérer une épidémie a été mis en échec. Et on a imposé plein de mesures qu'on savait être inutiles, dommageables et à éviter. Et donc, si vous prenez le plan pandémie de l'OMS de 2019, qui répertorie toutes les interventions possibles, il y est mis de la manière la plus explicite possible. Les confinements sont à éviter, ça endommage la population en ne procurant aucun bénéfice. Les fermetures d'écoles, restaurants et commerces sont à éviter. Le port du masque ne sert à rien. Les systèmes de traçage ne servent à rien. La fermeture des frontières ne sert à rien. Donc, en 2019, on a cette science extrêmement solide qui figure dans tous les plans pandémie. Et puis, en l'espace d'une semaine, on renverse tout ça en disant mais tout ce qu'on savait devoir éviter, c'est ça qu'il faut faire. Et on trouve des experts véreux qui viennent sur les plateaux télé expliquer que oui, c'est ça que dit la science, alors que ça contredit toute la science qui est à disposition. Donc là, évidemment, vous vous dites mais c'est quoi ce bins? C'est comme, je vais utiliser une comparaison, mais c'est comme si demain, on venait nous expliquer tous les traitements anti-cancer sont à éviter, il faut revenir aux saignées et aux sangsues et aux purges. En réalité, il n'y a que ça qui marche,
Puis vous avez des experts des hôpitaux, des médecins, des politiques. Oui, oui, il faut faire des saignées et vous purger parce que c'est comme ça qu'on comme au Moyen-Âge, ouais. Oui, parce que les mesures qu'on a appliquées sont moyenâgeuses et on y a renoncé quand on a commencé à comprendre ce dont il s'agissait, c'est-à-dire à appliquer une démarche scientifique. Donc, quand vous êtes un expert face à ça, vous voyez, déjà, vous hallucinez des bananes, et puis vous vous dites, mais bon sang, c'est quoi ce moment de folie qui se déroule? Et puis, étant donné la systématicité de la mise en échec de la bonne science et de l'attaque contre les voies sensées, je rappelle au passage que Christian Perron, qui m'a fait l'honneur de préfacer le livre, a quand même piloté pendant 12 ans la réponse de la France aux épidémies. Donc, s'il y a quelqu'un en France qui connaît ce sujet, c'est lui. Et quand il a osé ouvrir la bouche, il s'est fait tomber dessus comme le dernier des vilains. Et donc là, évidemment, quand en tant qu'anthropologue, vous vous dites, mais attendez, les choses ne sortent pas de nulle part. Oui, alors, ce qui est fou, Jean-Dominique, c'est que vous le dites, moi, ce qui m'avait frappé en tant que journaliste, c'est surtout que, effectivement, il y a une espèce de ce qu'on appelle, ils étaient à peu près tous d'accord là-dessus, et ça, c'est ce qui est très déstabilisant au début. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'homogénéité de la stratégie et également de la volonté de ne pas écouter ou du moins de criminaliser, on en parlera après, les gens qui pouvaient dire autre chose, parce que les gens qui sont passés sur les plateaux, rappelez-vous, certains médecins qui sont passés sur les plateaux tout au début ont été littéralement après mis de côté, littéralement mis de côté. Perron, il y en a plein d'autres aussi. Et un mois après, ça a été terminé. Ils ont pris des cabales médiatiques. Ça a été absolument. Pourquoi ces gens-là, finalement, alors, Véreux, je l'ai entendu, mais pourquoi tous les médecins, ou beaucoup de infectiologues ou quoi, se sont jetés, notamment de cette vision unilatérale, unique de la pandémie et de ce qu'il fallait faire ou pas faire d'ailleurs. Oui. Alors là, vous arrivez dans une autre question dont je suis je suis désolé d'avoir à le dire, c'est un peu immodeste, mais un des bons spécialistes en langue française, qui est celui de la corruption systémique. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le domaine de la santé, mais comme d'autres domaines, on pourrait prendre le domaine militaire par exemple, n'est pas du tout configuré pour venir en aide aux besoins de santé de la population de manière prioritaire, mais pour permettre à une industrie hors de proportion d'engranger les bénéfices les plus importants. Alors, je vous donne juste un exemple qui n'a rien à voir avec le Covid. Vous savez que l'industrie met sur le marché de nouveaux médicaments antibiotiques, par exemple, hors de prix, qui ne sont pas meilleurs que les antibiotiques très bon marché dont on dispose. Et il y a une clause dans la recherche qui est que les études doivent montrer une non-infériorité par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, si vous voulez promouvoir une nouvelle molécule, il faut qu'elle ne soit pas moins efficace que ce qu'il y a. Mais elle n'a pas besoin d'être plus efficace. Et donc, l'industrie pharmaceutique va instaurer la mise sur le marché de médicaments qui coûtent 1 000 ou 2 000 euros par traitement, et l'antibiotique d'une efficacité comparable qui coûte 10 euros, on va arrêter de le produire pour qu'on soit obligé d'acheter les molécules. Et en fait, tout le système est corrompu de cette sorte. Alors, je précise, c'est une corruption systémique. Ça ne veut pas dire que tous les médecins sont achetés. Ils le sont indirectement, mais évidemment que la vraie corruption, avec les millions de dollars virés sur des comptes offshore, ça concerne certains experts de plateau qu'on a beaucoup vus. On sait que ça existe. C'est-à-dire qu'eux, ils sont vraiment payés pour désinformer la population. Mais après, tout l'écosystème est captif de cette réalité corrompue. Et évidemment, c'est équivalent avec le journalisme, vous savez ce qu'il en est. C'est-à-dire que les journalistes qui sont dans le système n'ont pas conscience d'être malhonnêtes et surtout ont de la peine à ouvrir les yeux sur cette réalité parce que ça serait trop douloureux. Donc, l'immense majorité d'entre eux essayent de faire honnêtement son travail. En même temps, ils savent qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder et que finalement, ça, c'est sûr, leur liberté est restreinte. Et donc, si vous voulez, c'est ce qu'on a vu. Tous les experts de plateau sont ce qu'on appelle des key opinion leaders, c'est des gens qui sont choisis pour leur loyauté à l'industrie pharmaceutique et le fait qu'ils vont systématiquement désinformer la population. On peut prendre Karine Lacombe, qui a expliqué que la vitamine D ne servait à rien. Même l'Académie de médecine avait reconnu au moment où elle le disait qu'au contraire, ça avait une utilité. Elle a fait croire que le remdesivir était efficace. Toutes les études montraient que non. Puis ça a coûté plus cher au gouvernement, le remdesivir, parce qu'il y a eu des commandes très importantes et finalement, elles ont été jetées sur le remdesivir. C'est ça.
Ça, on peut le dire factuellement quelques années après. Il y a une question que j'allais vous poser aussi, Jean-Dominique Michel, et merci d'être là ce matin. Merci à tous d'être là sur la matinale Tocsin. N'hésitez pas à partager, à liker, vous le savez, faites-vous des dons et abonnez-vous. Bien entendu, on a besoin de vous pour avoir une saison 2 de Tocsin dès la rentrée prochaine, après l'été. On verra, à mon avis, ça va être un été bouillant politiquement et démocratiquement, mais on en reparlera à plus tard. Là-dessus, ce qui m'a quand même frappé aussi, c'est la capacité, ou du moins l'interdiction donnée aux médecins, imposée aux médecins, soyons précis, de prescrire. Je me dis quand même, quand vous êtes médecin généraliste, au moins la base, le quarteron des médecins généralistes, je me dis tout de même, quand on vous interdit de prescrire, alors que c'est notamment votre rôle, en fonction des patients que vous connaissez, des pathologies, ou de ce qu'on appelle le tableau clinique, je me dis, il n'y a pas eu tellement de rébellion ou de révolte des médecins généralistes à qui on coupait la capacité de prescrire. Enfin, ça m'a paru quand même assez dingue comme histoire. Mmh. Oui, c'est totalement scandaleux, c'est une transgression massive même du droit de la santé, du cadre légal. Et c'est un autre motif, c'est que nos gouvernements ont procédé à un nombre de violations du droit pénal, civil, de la santé absolument phénoménal, mais en toute impunité, parce que c'est une des caractéristiques de l'époque, c'est que les gredins qui nous gouvernent n'ont de compte à rendre à personne, et dès lors que l'ordre institutionnel, et notamment le pouvoir judiciaire, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, est complètement lui-même corrompu et défaillant, ça veut dire qu'il n'y a plus de recours par rapport à ces inconduites. Et en fait, les médecins sont de toute manière pris dans des structures très autoritaires, et c'est là où le lynchage qui a été réalisé sur un certain nombre d'entre eux, je veux dire, les campagnes de destruction de réputation qu'a subi le professeur Raoult, qui est quand même le meilleur microbiologiste au monde, resteront dans l'histoire. Parce que jour après jour après jour, dans des canards comme Le Point, L'Express, Libé, vous avez eu un torrent de boue qui a été déversé de manière très injuste, avec un harcèlement administratif, des suspensions de médecins qui avaient osé soigner et prescrire. Et donc, qu'est-ce que cela donne comme message? C'est que si vous osez sortir du rang, eh bien, vous allez vous-même subir des conséquences de cet ordre. Et donc, il y a quelques médecins qui ont été suffisamment intègres pour rester sur leurs convictions et précisément leur honnêteté. Et puis, tous les autres, j'ai envie de dire, n'ont pas forcément été consciemment malhonnêtes. Mais si vous avez le leasing de la voiture à payer, l'écolage des enfants en institution privée, vous voyez ce que je veux dire, vous vous accommodez en vous racontant des excuses, en fait, qui vous permettent de justifier le fait que vous avez été lâche. Et puis, faisons de nouveau une transposition avec le journalisme. Vous voyez, toute proportion gardée, c'est à cela que sert Julian Assange, torturé à mort depuis 5 ans, sans aucun chef d'inculpation et de manière totalement illégale. Mais à quoi est-ce que ça sert? Vous savez, à l'époque, les crucifiés, on les mettait aux portes des villes. Pour que les gens qui sortent de la ville voient ce que ça coûtait de s'opposer au pouvoir romain. Donc, Julian Assange, il sert à ça. Et donc, les journalistes qui ont des informations scandaleuses à révéler sur le comportement de l'État profond américain ou de nos gouvernements vont y réfléchir à 2 fois en voyant ce qui est arrivé à Julian Assange. Donc, c'est cette mécanique-là qui va de l'extrême que je nomme avec Assange jusqu'aux innombrables compromissions. Et je terminerai ma réponse avec ça. Ça fait longtemps qu'on sait, on a beaucoup d'articles qui montrent que, au fond, les médecins de base, les médecins généralistes sont influencés par l'industrie pharmaceutique de multiples manières, notamment par tout ce qui reçoivent des visiteurs médicaux, mais avec des stratégies de manipulation psychologique qui conduisent au fait qu'ils ne se rendent pas compte du fait que ça les influence et qu'ils sont persuadés de garder leur entière liberté, alors que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est un peu le mécanisme général, si vous voulez. Oui, parce qu'il y a des représentants médicaux, effectivement, qui font le tour des cabinets des médecins généralistes, en attendant parfois plusieurs heures, en essayant de se faufiler entre 2 patients, pour promouvoir un antibio, promouvoir une molécule, un générique, de manière à ce que le médecin, pour vous expliquer, le médecin prescrive ça, plus que ça, ou plutôt que ça dans la pathologie ou dans le mal qui vous affecte lorsque vous êtes dans le cabinet. Voilà, et ça s'est toujours fait, effectivement. Et là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire, bien entendu. Il y a une question que je viens de vous poser aussi, parce que j'ai beaucoup de questions, et merci d'être là, Jean-Dominique Michel, ce matin dans Tocsin. Finalement, j'ai quand même l'impression, véritablement, que cette crise du Covid, on va en parler encore, mais il y a eu un basculement aussi,
partie des Français, et encore plus forte maintenant puisqu'on sait plein de choses. Regardez, AstraZeneca vient de demander de retirer son vaccin à l'Union européenne. Enfin, on est chez les dingos. Enfin, c'est absolument dingue pour des raisons obscures, hein, parce que bon, peu importe. On en reparlera après. Finalement, j'ai quand même l'impression que les Français qui finalement avaient confiance à leur médecine avant le Covid, ne serait-ce que pour les vaccins, ou toute une série de traitements divers et variés, aujourd'hui, il y a une déperdition totale, il y a une méfiance envers le système médical et envers les traitements qui, dans certains cas, sont extrêmement importants pour vivre mieux ou carrément avoir la vie sauve sur bien des pathologies. Et là, il y a un renversement littéral de millions de gens qui n'ont plus du tout confiance à la médecine. Et ça, c'est terrible, c'est aussi une forme de régression. Donc, je ne pense pas qu'ils aient bien maîtrisé aussi ces gens-là qui sont en haut, que la régression totale de la perte de confiance à la médecine est quelque chose, à mon avis, de stratosphériquement dangereux, me semble-t-il. Oui, et avec cette caractéristique que c'est aussi un mal pour un bien. Actuellement, les études montrent que la principale cause de décès en Occident, c'est le mauvais usage des médicaments. La principale cause de décès, avant les cancers, avant les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment que cet univers médical a complètement dégénéré. Le risque, ça serait effectivement un rejet en bloc de toute la médecine, alors qu'elle a des pouvoirs d'agir très utiles à beaucoup d'endroits. Par contre, mon espoir, c'est que cela débouche au fond sur une exigence de vérité. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a cette espèce de théologie scientiste, on a fait de la science une religion, avec une production de science, et ça c'est aussi un de mes domaines d'expertise, qui est très largement frauduleuse. On estime qu'aujourd'hui 80% de ce qui est publié dans les revues médicales est faux. Et même des anciens rédacteurs en chef du New England Journal of Medicine ou du British Medical Journal ont dit on ne peut plus avoir confiance dans quoi que ce soit qui est publié parce qu'il y a une industrie massive de la fraude. C'est ça qui a été utilisé pour faire croire que les injections géniques étaient efficaces à 95%. Ou que l'hydroxychloroquine, qui a été prescrite à des milliards de reprises, tout d'un coup devenait terriblement dangereuse. Alors qu'on sait, on a des études sur 1 million de patients, il n'y a aucun signal de danger en matière cardiovasculaire, aucun. Donc si on arrive à faire croire des choses aussi invraisemblables, c'est parce qu'il y a une production massive de fraude scientifique, et ce qui évidemment est redoutable pour la population, parce qu'envoyer un professeur d'université sur un plateau venir brandir une étude en disant « Regardez, la science a montré que il faut croire en la science », qui est le citoyen moyen pour dire non, vous avez tort. Il faut vraiment bien connaître ces matières. Et les quelques experts que nous étions à être capables de ça, c'est là où on a été ostracisés et réduits au silence, pour que finalement la population n'ait pas les moyens de comprendre ce dont il s'agissait. Et donc malheureusement, là encore, c'est une industrie. Il y a actuellement un complexe industriel de la production de fausses sciences, il y a un complexe industriel de la censure et de la manipulation de l'opinion. Et effectivement, toute la classe médiatico-médico-politique trempe là-dedans. C'est-à-dire que la condition pour que vous gardiez une position, si vous en avez une dans ce système, c'est que vous ne contrariez pas cette gigantesque escroquerie, enfin cette entreprise criminelle à grande échelle qui est en train de se dérouler. Alors, c'est quand même assez marrant parce qu'on a vu quelques personnalités politiques au tout début de la crise, rappelez-vous, quand Raoult a commencé à être de plus en plus visible, auprès du grand public, bien entendu, parce que le professeur Raoult est connu mondialement, vous l'avez dit, Jean-Dominique Michel. Certains ont déclaré dans les médias, mars-avril, plutôt avril-mai, disons, 2020, qu'ils étaient allés chez Raoult, qu'ils s'étaient soignés avec l'hydroxychloroquine. Et puis, 6 mois après, c'était les premiers à vouloir enfermer les gens qui ne s'étaient pas fait injecter parce qu'ils portaient atteinte. C'était les porteurs de mort d'une population qui avait fait le choix effectivement de se protéger. Donc, il y a eu des retournements de veste. C'est même plus des vestes, là, hein. C'est des parkas. C'était assez dingue finalement qu'on y repense aujourd'hui. Ces retournements de veste aussi. Donc, est-ce que aussi finalement ils ont été retournés pour aller bêler avec la troupe, non? C'est ça? Il y a eu une montée en puissance de la manipulation. Moi, je l'ai vu parce que mon premier ouvrage sur la crise est paru en mai 2020. J'ai tout de suite réagi, j'avais les clés de lecture, et donc j'ai publié un premier ouvrage qui s'appelait je me souviens même plus du titre, mais bon, peu importe. Et en fait, ce qui a été très anatomie d'une crise. Ce qui en fait a été très amusant, c'est que j'ai eu une couverture de presse assez importante. C'est un éditeur Humaine Science qui est respecté sur la place dans la production scientifique. Et en fait, j'ai eu une couverture, mais qui allait du Figaro à l'Humanité, Paris Match, qui était très élogieuse
en disant c'est un regard critique sur la crise, mais ce monsieur connaît son sujet, et donc j'ai vraiment eu une couverture de presse presque unanimement élogieuse. Et puis, il y a eu des attaques venant notamment de l'Express, mais qui est une espèce de torchon au service de la corruption invraisemblable, et d'autres officines qui ont conduit à ce que progressivement, je dirais entre mai et juillet 2020, la situation a été retournée en dépit de cette couverture élogieuse. Et donc, pour une manipulation de cette échelle, c'est clair qu'ils vont pas attaquer tout feu dehors dès le début. Il va d'abord y avoir une phase où on va dire oui, Raoult, il sait de quoi il parle, mais on a des doutes, d'autres disent autre chose, peut-être que c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait la construction de l'ignorance, c'est ce qu'on appelle l'agnotologie, et ça a pour but d'enfumer les gens pour qu'ils ne savent plus que croire. Et quand ils ont peur pour eux-mêmes, ils se raccrochent à ce que dit l'autorité. Et ça, c'est un processus qui s'est passé sur 6 mois, je dirais, entre mars et septembre 2020. Et là, les accusations de complotisme sont tombées de manière systématique. Et donc, tous les politiques qui avaient gardé encore un peu d'ouverture d'esprit ou de cet effet soigné à satisfaction à l'IHU Méditerranée, se sont sentis obligés de bêler avec le troupeau et de renier ce qu'ils avaient compris auparavant. Donc ça a été une opération d'ingénierie sociale à vaste échelle, et là encore j'en donne tous les jalons dans la fabrication du désastre. Oui, effectivement, c'est pour ça. On reçoit bien sûr ce livre, pour ce livre-là aussi, Fabrication du désastre, et les deux, notamment celle-ci, pardon, avant-propos de Christian Perron, le professeur Christian Perron, que nous avons reçu plusieurs reprises sur Toxin, bien entendu, et il est toujours le bienvenu ici, chers amis, et postface du Michel Maffezoli, qu'on a reçu tout à l'heure, et d'Hélène Stroll. En tout cas, n'hésitez pas à acheter le bouquin de Jean-Dominique Michel, bien entendu. Vous êtes là ce matin dans Toxin. Je vous en remercie, Jean-Dominique, là-dessus. Il y a quelque chose que vous dites aussi qui est très intéressant, et ça me passionne, puisque je travaille sur mes sujets de la démocratie, sur l'éveil des populations, l'éveil des masses, et pourquoi l'apathie populaire, l'apathie générale aussi permet ce genre de choses, et puisqu'on en parlera. Finalement, vous dites que le bon sens populaire a été beaucoup plus efficace finalement que la terreur qui a saisi les classes moyennes supérieures. Est-ce que là-dessus, bon, c'est difficile de faire des estimations, on ne sait pas trop combien il y a de gens qui ont résisté, parce que c'est compliqué de savoir combien de gens qui ne se sont pas fait injecter, combien de gens qui avaient le pass sanitaire, ceux qui ont fait des faux passes. Grosso modo, ce serait intéressant un jour d'avoir ces chiffres, mais finalement, vous le dites, le bon sens populaire de la population de base dont je fais partie aussi, finalement, a mieux résisté que les classes moyennes sup qui sont allées littéralement courir vers les centres de vaccination sur les sites comme Vic Madose. Oui, c'est vraiment un motif très intéressant, c'est que les classes les plus éduquées, celles qui sont universitaires, ont été les plus vulnérables à la manipulation. On a quand même des indications, et grâce à la Suisse, démocratie semi-directe, où il y a eu 3 votations sur les lois Covid, et à chaque fois, elles ont été acceptées à 60% contre 40%. D'accord. Donc, là, on a, et c'est resté stable à travers les 3 votations, donc ça indique quand même que 40% de la population a refusé. C'est pas qu'elle avait des doutes, c'est qu'elle a refusé en disant non, on nous impose quelque chose qu'on ne devrait pas nous imposer, et les mesures en Suisse ont été beaucoup plus légères qu'en France. Donc, je pense qu'on a quelque chose de cet ordre. Après, effectivement, comment dirais-je, et ça, Michel Maffezoli, vous l'avez mentionné, produit un travail tellement intelligent depuis 40 ans à ce sujet, c'est que le drame de notre époque, mais c'est caractéristique de chaque fin d'époque. Une époque qui a apporté tout un ensemble d'avotages devient décadente. Et la décadence, c'est quoi? C'est quand il y a un décalage entre la puissance populaire et le pouvoir des élites. Et que les élites ne sont plus au service de la population, qu'elles sont au service de leur propre intérêt ou d'autres intérêts. On sait comment Emmanuel Macron est en train de trahir tous les intérêts et le patrimoine de la France à des intérêts extérieurs. Donc, quand il y a ce décalage, effectivement, ça met dans cette situation où finalement la sagesse populaire n'a plus confiance à juste titre dans le pouvoir des élites et se rend bien compte que les élites disent n'importe quoi. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a un peu deux catégories de citoyens. Il y a ceux qui croient ce que disent les autorités et la presse, dans une logique vue à la télé, si Bidule l'a dit sur un plateau, c'est que c'est vrai. Puis vous avez tous les gens qui savent que ce que fait la presse aujourd'hui, c'est de chercher à influencer l'opinion en disant des choses qui sont fausses la plupart du temps, et que leur fond de commerce, c'est de générer des croyances dans la population. Et donc, tout ce qui nous vient des autorités ou des médias doit être pris avec recul, parce qu'il
y a une chance très élevée que cela soit faux. Mmh. Oui, vous Et en avez fait, raison, et c'est surtout que ce que je vais vous soumettre une idée qui est la mienne. Il y a quand même une partie de la population, dans cette apathie populaire généralisée, qui vient aussi du fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à penser que l'État leur veut du mal, que la force publique leur veut du mal. Et cette espèce de préambule faux, pour moi, c'est faux, entièrement faux, je me dis tout de même, ça représente un sacré problème, quoi, de ne pas remettre en doute la parole de la force publique, et surtout de gouvernants qui ont les manettes de cette force publique aussi, Jean-Dominique Michel. oui. Alors là, c'est effectivement une question fascinante parce que en même temps, on sait depuis la nuit des temps que les personnes qui sont au pouvoir ont tendance à en abuser et à faire Ouais. toutes sortes de choses qui sont illégales pour s'y maintenir. Tous les films, les romans, les séries télévisées ne font que montrer la corruption des élites et le fait qu'il y a toutes sortes de magouilles qui se passent en permanence. Donc, l'idée qu'il y a des complots, de la corruption, des manigances, c'est quand même pas un scoop. Et toute personne adulte est censée quand même savoir que ça se passe régulièrement. Et puis, on en a des preuves. À la fiole d'anthrax pour l'Irak, même tout ce qu'on nous raconte autour du déclenchement du conflit en Ukraine, tout est biaisé, tout est faux, tout est présenté d'une manière déformée à des fins parfaitement intéressées. Donc ça, c'est quand même dans la compréhension commune, mais il y a eu cette opération d'ingénierie sociale qui a visé, comme vous l'avez dit, à criminaliser cette pensée, alors même que tout le monde sait que la corruption règne. Si vous le dites, à ce moment-là, vous êtes répréhensible ou criminel de le dire parce qu'on n'est pas censé le dire, même si on le sait. Et donc, on est dans cette ambivalence extrême. Euractiv, qui est un média européen, a par exemple révélé sur la base des enquêtes de Transparency Watch que le coût annuel de la corruption en Europe, c'est 1000 milliards d'euros. La corruption a progressé en France depuis que Macron est au pouvoir. Ça nous étonne quand même pas tout à fait. On sait que c'est un énorme problème, mais quand vous vous risquez à le dire publiquement, vous vous faites tomber dessus. Regardez, Jean-Dominique, on a déjà parlé sur Toxin, on l'a déjà dit plusieurs fois. Vous avez le site Follow the Money qui ont très clairement dit qu'un quart des députés européens avaient des affaires aux fesses, pour pas dire autre chose. Et certaines sont graves, certaines sont très graves. Ce n'est pas que de la corruption ou des initiés. Il y a des choses qui vont très loin, menaces de mort et consorts. Regardez l'enquête de Follow the Money. On n'a pas été beaucoup de médias à reprendre cette enquête-là. Je vous invite à aller voir, chers téléspectateurs. Follow the Money, regardez un peu, c'est un quart des députés européens. Donc manifestement là, dire ça, c'est faire le jeu du populisme, faire le jeu d'on ne sait qui, faire le jeu de... Non, c'est notre travail de journalistes indépendants et de médias indépendants. C'est notre boulot, ça. Voilà. Et là, on tombe à cette conclusion qui est phénoménale sur le plan anthropologique, c'est qu'en fait, nous vivons dans un moment fou d'une fin d'époque où on criminalise la réalité. Oui, c'est la réalité elle-même, telle qu'on peut la décrire, qui devient objet de scandale, alors que ce qui devrait être objet de scandale, c'est qu'on ait laissé la réalité arriver dans ces dimensions-là. Alors, juste pour confirmer ce que vous dites, Tucker Carlson, récemment aux États-Unis, dans un entretien, lui a dit, je me suis entretenu avec des membres de la commission parlementaire qui s'occupent des services de renseignement, et ils m'ont tous dit qu'ils étaient terrorisés. Quant à ce que les agences en question pouvaient déclencher contre eux, si jamais ils ne votaient pas dans la direction qui était requise. Et donc, quand on a des agences, une structure de l'État, ce qu'on appelle l'État profond en langage courant, moi j'étais assez réticent face à cette idée, mais une fois que vous creusez un peu dans les choses, c'est grave. C'est-à-dire qu'au fond, la technostructure et nos dirigeants commettent actuellement des crimes d'État contre les populations en utilisant des procédés qui sont criminels et mafieux. Oui. En tout cas, c'est compliqué. Je vais vous poser, pas une question polémique, mais une question sur laquelle je pense que ça mérite de réfléchir. Tout de même, finalement, la situation dans laquelle nous sommes, sur la crise sanitaire, mais sur beaucoup de choses aujourd'hui, le climat, les restrictions, la décarbonation, la décroissance, bon, tout ça, les Jeux Olympiques également pour nous en France, pauvres de nous. Finalement, il y a une part de responsabilité de la population, non, Jean-Dominique? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens aussi qui se sont laissés aller. C'est-à-dire que avec une apathie populaire généralisée face à une minorité active, ou du moins active, intellectuellement active, ou qui essaie de se renseigner, si vous avez une majorité de gens finalement qui ne veulent pas entendre, veulent pas voir et qui veulent continuer leur petit bout de chemin sans trop d'embûches, alors que ça, à mon avis, c'est une erreur de le penser. Finalement, les gens qui sont au pouvoir, c'est tapis rouge. C'est tapis rouge. Ils peuvent continuer comme ça avec au bulldozer.
Oui, oui. Oui, oui, je vous rejoins. C'est une question complexe parce que s'il n'y avait pas une manipulation perverse d'une intensité Oui. effroyable, les gens ne seraient pas pris dans cette hypnose collective. Donc, en même temps, la responsabilité, elle est là. Par contre, nous avons vécu de manière récurrente à travers l'histoire des situations où on s'est demandé, mais comment est-ce que des braves gens se sont transformés en sales types ou ont accepté que des dérives aussi terribles que le totalitarisme, la Shoah, les massacres se soient produits. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas réagi? Et au fond, ma conclusion par rapport à ça, c'est que nous n'avons pas encore collectivement intégré la réalité des processus de manipulation perverse. Ouais. Et donc, après chaque grosse crise, tout le monde dit plus jamais ça, ça mange pas de pain, mais il n'y a pas la compréhension. Et j'ai un exemple somptueux par rapport à ça. J'ai participé une fois à un raout de l'université à Genève. J'aime pas tellement ce genre de bastringue, mais la fois où j'y suis allé, c'était en 2018, et la ministre en charge de l'éducation, devant le rectorat, a dit l'importance de l'esprit critique, le doute, pour résister aux expériences de 1000 grammes de soumission intellectuelle. Et un an plus tard, tous ces mêmes acteurs étaient en plein dans l'hypnose du Covid, en train d'infliger à la population une soumission à l'autorité complètement arbitraire. Et au fond, ce que ça montre, je pense pas que ces gens n'étaient pas sincères. Je crois juste qu'ils n'ont pas l'intelligence intégrée et incarnée qui leur permet de repérer ce qu'ils dénoncent par beau temps. Mais quand tout d'un coup c'est là, ils ne peuvent pas s'empêcher d'y participer. Donc moi, mon espoir, si on traverse cette crise collectivement et qu'on en émerge, c'est que peut-être à ce moment-là, en revenant sur ce qui s'est passé, il puisse y avoir une éducation à l'échelle d'une civilisation sur c'est quoi ces dérives et pourquoi est-ce qu'on laisse des psychopathes dangereux ou des pervers prendre le pouvoir ou accéder aux positions de pouvoir d'une manière qui met totalement en échec la démocratie et l'état de droit. Et au fond, peut-être que c'est une crise qui a un potentiel d'être salutaire. Enfin, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il faut déjà commencer par la mettre en échec. Oui, c'est intéressant et surtout que par exemple, vous avez l'élection d'Emmanuel Macron. Je rappelle que c'est au second mandat, il lui reste encore 3 ans, ça fait pratiquement 7 ans jour pour jour qu'il est là. Enfin, c'est passé, c'est cette semaine. Il y a quand même, je pense qu'ils ne sont que le symptôme finalement d'une régression aussi d'une partie de la population. Et vous l'avez dit, effectivement, quand vous parlez de la manipulation de masse, ou du moins d'arriver à constater, à comprendre la manipulation de masse, ça passe aussi par l'éducation, ça passe aussi par le libre arbitre, ça passe aussi par la capacité de réflexion de chacun, se dire, attends, l'on est en train de me raconter des énormes bêtises, je ne peux pas souscrire à ça, je ne peux pas me laisser avoir par ça. Donc je pense que du côté, il y a un cas manifeste de responsabilité individuelle chez une partie de la population qui a tout le loisir de faire ce travail-là. Et puis aussi, plus globalement, je continue à penser comme Brigelli, qu'on a abruti les gens pendant 30 ans et qu'avoir abruti les gens pendant 30 ans, on s'est retrouvé dans cette situation où il y a des gens qui font les moutons. Parce qu'il faut être clair, on ne va pas se raconter d'histoire. Il y a des gens, mais je pense que ça vient d'un déficit terrible d'éducation délibérément mis sur la tête de nos anciennes générations plus ou moins récentes, pour les empêcher littéralement de réfléchir et de se poser les bonnes questions. C'est mon avis. Voilà. Oui. Mais quel est le sens profond d'une éducation digne de ce nom? C'est de rendre les personnes libres. Oui, bien sûr. Libres de s'opposer, libres de voir les choses et non pas soumises. Alors, vous avez mentionné cet abrutissement. Vous connaissez comme moi la théorie du tititainment qui avait été proposée par Brzezinski à l'époque, mais qui disait, pour calmer les masses par rapport au coup d'État planétaire qu'on est en train de mettre en œuvre, je paraphrase, mais c'est quand même à peu près littéralement ce qu'il a dit, il faut qu'on les rende dépendants de divertissement pour que finalement ils soient dans cette position passive. Et malheureusement, les écrans, dans leur mauvais côté, ils ont aussi plein de bons côtés. C'est comme ça que vous avez pu vous faire connaître, que Toxin peut faire connaître son activité, que je me suis fait connaître. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu un peu l'opium du peuple. Chacun est devant ses séries télé, à regarder ses émissions qui sont de plus en plus abrutissantes sur les médias mainstream. Et de propagande. Et de propagande. Et d'une manière qui désactive la capacité d'indignation critique et de courage. Je me réfère vraiment au déclin du courage en Occident. C'est qu'aujourd'hui, le courage est devenu une denrée rare. En même temps, quand il y en a, c'est facilement mis en valeur. Donc, Alors, je voudrais qu'on finisse là-dessus parce qu'on est déjà à près de 40 minutes et c'est tellement passionnant, chers amis. Merci d'être là. Merci de rester ce matin devant Toxin. N'hésitez pas à partager, à liker. Abonnez-vous à la newsletter et surtout, faites-nous des dons ou abonnez-vous à Toxin. On a besoin de vous pour vraiment continuer à exister, à diffuser. C'est important.
on va finir sur une note positive, Jean-Dominique, tout de même. On s'est rendu compte, je me suis rendu compte, et vous allez me dire si c'est le pareil pour vous, qu'il y a énormément de gens qui ont basculé avec le Covid. Franchement, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, là, avec le Covid, on est en train de me la faire en travers, je veux comprendre pourquoi. Et moi, j'ai l'impression qu'à la faveur des crises, c'est une idée que je chéris, puisque pour moi, elle se vérifie, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont basculé en se disant, non, ils sont allés trop loin. Maintenant, j'ai compris que, bien entendu, ce pouvoir-là n'est pas là pour faire le bien de la population. Moi, j'y vois une note positive tout de même. Alors, ça paraît trop lent à l'échelle d'une vie, mais je trouve que c'est quand même assez massif tout de même. Je vous rejoins totalement et c'est une des raisons pour lesquelles je continue à être aussi actif. C'est qu'au fond, il y a une course de vitesse. Aujourd'hui, on sait quel est le plan des élites dégénérées au pouvoir, c'est d'instaurer une société de surveillance totale, de seconde en seconde, on sache ce que vous fassiez, et où notamment par la numérisation de la monnaie, vous soyez à la merci du fait que si vous ne vous comportez pas comme on vous l'impose, vous n'ayez plus de ressources et donc qui est vraiment un système d'asservissement des populations. Et on sait que les populations n'ont plus le droit à l'autodétermination. Il suffit de voir le référendum sur le traité européen français de 2005. Aujourd'hui, les populations n'ont plus la liberté de décider pour elles-mêmes. Donc, j'ai envie de dire que ceux qui sont à la manœuvre vont à toute vitesse parce qu'ils ont peur que ça leur échappe et de ne pas parvenir à leur fin. Et puis en même temps, plus ils accélèrent la manœuvre et plus ils tombent dans les outrances, comme vous le dites, plus il y a de gens qui ouvrent les yeux en se disant « mais attends, c'est pas possible ». Me confiner pour protéger les autres, j'ai été d'accord, mais là, le QR code à tout bout de champ et le fait que je peux pas payer autrement qu'avec des moyens numériques et qu'on nous annonce qu'il va falloir passer au tout numérique, là, je joue plus le jeu. Donc, plus ils tombent dans l'outrance, plus ça donne de l'opportunité à de plus en plus de gens d'ouvrir les yeux. Par contre, comme dans tout bon film hollywoodien, on ne sait pas qui des méchants ou des gentils va arriver le premier au bout de la course, mais c'est là où, en ce qui me concerne, dès lors que je considère, c'est un peu naïf comme expression, je m'en excuse, mais d'être du côté des gens de bien, eh ben, j'ai juste envie de ne pas renoncer à tous les efforts qu'on peut produire avant qu'on ait remporté la victoire. À ce moment-là, on se reposera. D'ici là, il faut travailler dur. Et je rejoins votre appel, soutenez Tocsin Média. C'est phénoménal le taf qui a été fait sur ce média depuis qu'il a commencé. Ça vaut toute la presse mainstream réunie. Et ça vaut 100 fois toute la presse mainstream réunie. Donc, soutenez les médias indépendants, parce que c'est comme ça aussi qu'on remporte la bataille. Il faut que les gens puissent accéder à des contenus qui leur permettent de prendre conscience et d'ouvrir les yeux. Donc, bravo pour votre travail et on lâche rien. J'ai coutume de dire, le premier qui se décourage aura perdu. Mais vous avez raison, merci pour ces compliments. Merci bien sûr à Clémence Oudiakova, à Guy de Lafortelle qui ont lancé ce média il y a un an. Et moi, je suis très heureux d'y participer, très heureux d'être là ce matin et très heureux de recevoir des gens comme Jean-Dominique Michel. Qu'on partage ou pas vos analyses, vous avez le droit, nous avons le droit d'exister, nous avons le droit de vous informer librement et vous avez le droit, Jean-Dominique Michel, de venir exposer vos livres, vos productions. En tout cas, c'est extrêmement important. En tout cas, dans la course de vitesse, le seul avantage que les gens de bien ont, c'est que nous sommes en phase des truites les moins bien oxygénées du bassin. Donc peut-être que si, expliquant cela, allez, je rappelle vos livres. Jean-Dominique Michel, bien entendu, Autopsie d'un désastre, préface du professeur Didier Raoult, Mensonges et corruption autour du Covid. Et il y a celui-ci aussi, Christian Perron, La fabrication du désastre. Qui, pourquoi, comment les années Covid, crimes contre la démocratie et déferlement totalitaire. Et la préface de Michel Maffezoli qu'on a reçu il y a quelques minutes et Hélène Strolp notamment. Il est dispo quand celui-ci, Jean-Dominique Fabrica? Ils sont dispo tous les deux là en ce moment? Oui, il commence à arriver en librairie, il peut être commandé sur les plateformes en ligne et oui, il y a du stock, donc on peut y aller. Voilà, donc là, vous pouvez y aller sur le nouveau livre de Jean-Dominique Michel. Merci beaucoup, Jean-Dominique Michel, d'être venu ce matin dans Tocsin pour ce grand entretien. Vous êtes anthropologue, expert en santé publique et essayiste, vous l'avez vu. Les amis, il ne vous reste plus qu'à bouquiner, vous le savez, bouquiner, parlez entre vous, réfléchissez et continuez à vous informer librement. Merci Dominique Michel, passez un excellent vendredi, un excellent week-end en tout cas. Merci Nicolas, au revoir.